9h35, merci d'être avec nous. C'est une figure de l'aide aux migrants. Il est avec nous ce matin. Cédric Héroux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Agriculteur de la vallée de la Roya, plusieurs fois attaqué en justice pour avoir porté assistance à des migrants. Et avec ce livre ce matin, Change ton monde, aux éditions des Liens qui libèrent. Oui, c'est ça. Ça va faire beaucoup réagir, j'imagine, en fait, vos propos, parce qu'il y a beaucoup d'histoires touchantes à travers votre parcours. Hein. C'est-à-dire que vous étiez un enfant, allez, on va le dire, des cités, hein, c'est ça, l'Ariane, à Nice. Vous avez décidé, après un petit voyage en fait autour du monde ou dans plusieurs pays, de couper et d'aller vous isoler, vous confiner dans la vallée de la Roya. Et puis, on a beaucoup parlé après. Voilà, vous avez découvert un jour des gens qui venaient errer dans cette vallée, qui avaient passé en fait la frontière, et vous avez décidé de leur porter effectivement aide, ce qui vous a valu quand même aussi beaucoup de procès, d'affaires. Aujourd'hui, vous continuez en fait, ou alors vous êtes passé un petit peu à autre chose? L'histoire est passée à autre chose un peu, parce qu'on a des personnes en migration ne passent plus par la vallée de la Roya, il y en a beaucoup moins. Donc si demain il y a des personnes qui devraient passer, on les accueillerait avec plaisir. C'est même pas du plaisir, c'est avec devoir, hein, je pense. Et sinon, il y a toujours des procès en cours. Il y a le parquet qui a fait appel après le procès de Lyon. Et c'est toujours un peu. Vous pouvez monter le micro un peu. Voilà, c'est ça. Il est un peu lourd. Juste un petit mot. Comment ça se passe dans la vallée de la Roya? Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Vous en êtes où? Est-ce que... Alors attendez, je vais vous aider. C'est en direct. Voilà, vous voyez, ça marche. Ça y est, ça marche. C'est parfait. Oui. La Roya, on s'est pris une tempête dans la gueule il y a plus d'un mois. En fait, il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Je me suis réveillé le matin et j'avais pas appréhendé ce qui se passait. Et puis je descends, je vois la Roya, je reconnais pas le décor en fait, et je vois la route effondrée. Je cours vers Breil-sur-Roya et là je vois tous les gens à gare dans 1,50 m de sable et voitures enchevêtrées, le lac complètement arraché. Et si on regarde la vallée de la Roya sur Géoportail, il y a 11 ponts arrachés, il y a 40 km de route défoncée. Les images, c'est des images apocalyptiques, un peu comme l'après-guerre. On a l'impression que des ébus sont tombés sur la route et on a les km/h, les poteaux téléphoniques sont arrachés. Donc on a été coupé du monde pendant bien 24 heures, où pas de communication, pas d'électricité, et on attendait les hélicos dès le matin. Il y a SNCF qui a réagi, qui nous a ramené. La Roya sont sentis complètement abandonnés. Et de plus on est dans un département des Alpes-Maritimes où les politiques mettent en concurrence les trois vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya. Dans la Vésubie et la Tinée, il y a des stations de ski, donc ça rapporte de l'argent. La vallée de la Roya, il y a de l'agriculture, il y a de l'artisanat, ça rapporte pas d'argent, mais en tout cas des gens y vivent. Et même s'ils sont pauvres, il faut respecter. Tout à l'heure, j'entendais les débats sur la ruralité, on a ces problèmes-là. Et les gens de la Roya se sont complètement délaissés. Et on voit qu'il y a des gens, par exemple, attendent. Ça fait 1 mois et demi, il n'y a toujours pas d'accès, il n'y a toujours pas d'eau potable. Et il y a un problème vraiment sanitaire, et c'est des villages qui sont en altitude, en montagne, dans les Alpes, et on craint l'hiver. Oui, alors vous avez créé la communauté Emmaüs, paysanne justement de la Roya. Pourquoi? Vous venez en aide aux agriculteurs qui ont de plus en plus de difficultés, ou c'est aussi du lien avec les autres populations? Quel est l'objectif? En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a des personnes en migration qui sont venues à la maison. Il y en a certaines qui sont passées, qui sont parties, qui sont arrivées à Paris, ou ailleurs, ou en Belgique, ou ailleurs, et d'autres sont restés. Et pour migrer, en fait, il faut se vêtir d'une carapace pour affronter la traversée du désert, la traversée de la Méditerranée, la Libye. Et une fois qu'elles sont posées, il y a le passé qui ressurgit, toutes les souffrances, toutes les tortures, et le futur incertain. Il commence à réaliser ce que c'est que la France, ce que c'est que l'accueil en France, et la difficulté qu'il y a en France. Et du coup, ces personnes tombaient dans un état dépressif. Et je me suis dit, il faut trouver absolument une activité pour les réveiller. Rester toute la journée sur le smartphone, c'est pas possible. Et on a cherché un peu de partout des solutions, des idées, et on s'est retrouvé pendant la sortie du film libre de Michel Toesca. J'ai fait le tour de villages et de villes en France, et on a rencontré beaucoup d'associations, dont des Emmaüs. Et j'ai réalisé, je connaissais Emmaüs comme tout le monde, mais je me suis dit, c'est quand même dingue en fait qu'ils ont réussi à faire, c'est de donner un statut à des personnes qui ne peuvent pas travailler, donc des personnes qui sont sans papier ou des personnes qui sont en cours de demande d'asile, qui n'ont pas le droit de travailler.
et donner une activité aux gens pour sortir en fait de l'assistanat. C'est de vivre de son activité. Et nous, on veut faire de l'agriculture, mais Emmaüs normalement fait de la recyclerie. Est-ce que ces gens-là, justement, ces migrants, se disent finalement quelques années après ou quelques mois après leur arrivée, finalement, je n'aurais pas dû venir quand même ici, mais je ne le savais pas que j'allais découvrir ça, que finalement, la France, c'est plus non plus l'Eldorado comme on pouvait la présenter il y a des années, quoi. Moi, je pense que pour endurer un tel parcours, il faut être alimenté par le rêve. Ça, c'est une obligation. Et c'est vrai qu'il y a des réalités qui ne soupçonnaient pas. Personne se dirait qu'en France, c'est 5e puissance mondiale, pays des droits de l'homme, que la police, c'est même pas les policiers, c'est le ministère de l'Intérieur demande à la police de faire un sale boulot, de gazer les tentes, de dégager les gens, d'interdire des associations à donner des personnes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont, on dit migrants. Et c'est sûr qu'ils s'attendaient pas à ça. Mais il y a des gens, c'est sûr qu'il y a des gens qui, il y a des jeunes. Moi, à la maison, j'ai eu des jeunes Français qui pas le faire parce que c'est interdit, parce qu'on peut pas. Après, il y a d'autres personnes qui partent, mais non par choix. Comme des personnes sont parties de la vallée de la Roya après la tempête. Vous savez, les personnes qui sont parties, c'est pas les plus lâches. C'est les plus fragilisés, c'est les plus fracassés. Et des gens qui sont partis, c'est pour ça qu'on a développé la demande d'asile. Et l'État a été condamné pour ça. Et du coup, c'est des gens qui fuient la guerre et qu'on fuit quelque chose. Quand la maison est en feu, on regarde pas où on va. Tous ne fuient pas la guerre. Le migrant qui est arrivé l'autre jour, le Tunisien, et qui a commis cet acte affreux en fait à Nice, il fuyait pas la guerre. Absolument pas, non. Donc c'est pour ça, c'est toute la difficulté en fait. C'est pour ça que le terme migrant ne veut rien dire en fait. C'est que le migristan n'existe pas en fait. Et quand on dit migrant, on parle du monde entier en fait. On parle de toute l'Afrique. L'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent, avec des cultures différentes, avec des enjeux différents. Et c'est pour ça que chez moi, il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées. C'est des personnes qui sont, comme on dit de suite, migrants musulmans. Chez moi, il y a 90 personnes qui sont venues. Des gens, c'est des Érythréens. Les Érythréens, c'est des catholiques. Après, je m'en fous, musulmans, catholiques, je m'en fous. Mais il y a les islamistes fondamentaux. Là, vous en foutez pas quand même, non ? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais je crois que le terrorisme, en fait, il se combat pas en combattant contre par exemple, les Tunisiens. Les Tunisiens, on dit les migrants, les Tunisiens, etc. Est-ce qu'on est en mauvais terme avec le pays, avec la Tunisie ? Est-ce qu'on est en train de dire que tous les Tunisiens sont des radicaux islamistes ? Non. Mais vous dites d'ailleurs qu'il faut lutter contre la précarité pour justement lutter contre le terrorisme. Moi, je pense que c'est une des solutions. Il faut plusieurs solutions. Je crois qu'il faut être ferme avec les idéologues de l'État islamique et Daesh. Après, il faut faire attention à ces hommes outils, ces hommes qui sont dans la précarité, qui sont dans la détresse et qui se retrouvent avec une seule porte ouverte. C'est la question qu'il faut qu'on se pose en France. C'est pourquoi une seule porte s'ouvre, et celle de la radicalisation, quoi. Et pourquoi il n'y a pas d'autres portes qui s'ouvrent, et comment ça se fait qu'en France, des personnes n'aient rien à perdre. On est en 6e puissance mondiale, comment ça se fait que des personnes, parce qu'il faut une part c'est même pas qu'une part de folie, je veux dire, là on est en 2020, décapiter quelqu'un, c'est quand même, on se croirait au Moyen-Âge, quoi. C'est quand même assez dingue. C'est insensé, c'est pour ça que ça nous fait peur. Mais vous savez qu'il y en a certains qui veulent importer justement ces méthodes barbares, quoi. Il n'y a pas besoin de les importer, elles sont déjà en France. Alors, pour certains, mais pas tous quand même aussi, il y en a d'autres qui ont une véritable stratégie. Ça, vous ne l'ignorez pas. Non, mais bien sûr, on est tout à fait conscient de ça. Mais bien sûr, c'est à Emmaüs, on est tout à fait conscient que des problèmes, qu'on n'est pas auto-centré, on est conscient du truc. Mais quand j'entends Emmanuel Macron de dire, oui, on va réviser l'espace Schengen quand même, qui a été construit après-guerre pour des problèmes quand même assez similaires, de la montée du fascisme, parce que pour moi, que ça soit, on vous en parlait tout à l'heure avec votre invité, j'ai bien écouté, je me suis perdu dans ce que je disais. Macron qui parle de la remise en fonte de Schengen et de parler de remettre en place des frontières, parce que M. Macron sait très bien de quoi il parle. Ici à Paris, qu'un homme lambda dans un bar, on discute comme ça, oui, il faut fermer les frontières, etc. Ok, mais la réalité de la chose, moi je vis sur une frontière, je sais ce que ça veut dire fermer une frontière. Ça ne veut rien dire. Non, mais ça ne fonctionne pas. C'est que les gens ont traversé une mer entière, les gens et là, vous regardez la frontière franco-italienne, c'est les Alpes. C'est pas parce qu'on bloque une route que les gens vont passer sur le trottoir d'à côté. Non, c'est ce qui se passe dans les Pyrénées d'ailleurs. Oui, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup. Et la problématique, c'est qu'en fermant les frontières dans l'espace Schengen, c'est que les personnes qui sont en migration se cachent et se mettent dans la clandestinité. Si on donne l'accès à une possibilité de traçabilité de la migration, donc nous c'est ce qu'on a fait. Tout le monde dit Cédric Héroux, le passeur, etc. On a monté des protocoles avec la préfecture et la gendarmerie pour justement encadrer cette migration et savoir qui rentre sur le territoire. Et je trouve que c'est important aussi de savoir qui rentre chez soi. Quand il y a des personnes qui rentrent
rentre chez moi, je fais attention, il y a des règles à respecter. Si les gens ne respectent pas les règles, ben ils dégagent de chez moi. Il y a des règles. Ah, mais c'est cash, ouais. Ils dégagent, mais il faut. Et c'est pour ça que ils dégagent et ils vont où? Ils dégagent, ben ils vont en tout cas pas chez moi. Ouais. Voilà, après, nous, on accueille toute personne, des personnes françaises, des personnes d'origine européenne et extra-européenne, même des personnes. Des gens qui sont vraiment. On va poursuivre dans un instant avec vous, Cédric Héroux, Change ton monde, aux éditions Les Liens qui libèrent, avec des auditeurs qui nous appellent et qui seront en ligne avec nous au 0826 300 300. À tout de suite, 9h45.fr. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Cédric Héroux est avec nous. Change ton monde. C'est Cédric, connu pour une figure pour aider les migrants. Vous nous appelez, vous êtes nombreux au 0826 300 300. Et on va commencer, Cédric, si vous le permettez, avec Daniel qui est avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour tout le monde. Du Cantal. Bonjour, monsieur. Du Cantal, oui. Il n'y a pas de frontière. Oui. Non, mais il y a des bons fromages. Il y a des bons fromages. Bien sûr, bien sûr. Oui, j'écoutais. J'avais un peu peur, je vous disais, parce que c'est vrai que quand j'ai vu le livre, moi, j'ai vu plein de gosses appelés à titre personnel. Je leur ai toujours dit, si tu veux changer le monde, commence par toi. Ah, c'est ce que me disait ma mère aussi. Et si tout le monde en fait autant, il changera. Après, on a toujours un peu peur du côté Baden-Powell, vous savez, tous les gars du monde. C'est vrai que si chaque Français se met à accueillir un migrant, ça fait 70 millions, on risque d'être un petit peu embêté après derrière. Non, moi je vous ai appelé parce que c'est vrai que je reçois, moi, des migrants institutionnels, c'est-à-dire les enfants. Ouais. Parce qu'il y a ceux qui sont migrants et il y a tous ces enfants qui ne se revendiquent pas français. D'ailleurs, ils ne veulent pas être français. Ils revendiquent leurs origines, alors qu'ils n'ont jamais vu les origines. Vous voyez, par exemple, vous avez des jeunes qui ont 10, 12 ans, qui sont de la 3e génération. La grand-mère est arrivée en 60, et puis ils se revendiquent pas. Ils se revendiquent algériens, tunisiens, marocains, etc. Et tous ces gens-là qui arrivent, qui sont pris en charge souvent, soit par l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, soit par des institutionnels. Après, il faut bien en faire quelque chose, donc on les met souvent, d'ailleurs, pour les vacances, des fois davantage dans des associations comme la mienne. Oui, vous êtes président d'une association pour des jeunes enfants défavorisés, c'est ça, qui viennent en vacances, quoi. Non, on est c'est une association qui regroupe des familles de bénévoles qui accueillent des enfants pour les vacances. Donc ça fait du bien de sortir de cité et de regarder ce qui se passe dans la nature. Et, quand ils auront 20 ans, ils se souviendront qu'il y a peut-être une autre façon de vivre que d'habiter des grandes barres. Vous voyez. Donc c'est une chose, mais on reçoit aussi des gens des fois qui sont dans des difficultés pas possibles. Moi j'ai vu des gamins revenir du Rwanda et nous expliquer comment ils ont été rentrés en France par les réseaux de prostitution quand ils avaient 10-12 ans. Mon père et eux, ils ont été sauvés par l'ASE. Après, vous avez ceux qui vous disent de toute façon, mes parents, ils arrivent, ils sont enfants de migration. Je peux vous affirmer que jamais mes enfants n'ont eu les moyens de se payer les pompes ou les blousons ou même les téléphones 10 ans. C'est fabuleux. Il y a ceux-là, ils existent aussi. Et qui vous disent gentiment, parce que les liens se créent, les langues se délient. De toute façon, mes parents m'ont dit, tant que c'est l'ASE qui paye, profites-en, tu vas jusqu'au bout. Allons-y gaiement. Vous voyez, après, vous avez les vrais. Moi, j'en ai connu un qui... alors, c'était un mineur isolé. C'est-à-dire, il arrive en France, il a 17 ans, il est né le 15 août. Sauf que quand on lui fête son anniversaire le 15 août, il se souvient plus que c'était la bonne date. Voyez. Et quand vous cherchez un peu, et que vous écoutez son discours et son vécu, etc., le gars, il a à peu près entre 28 et 30 ans. Ah bah non, mais on voit quand même la différence. Et votre conclusion, votre question, Daniel, votre question éventuellement pour Cédric Héroux, votre réflexion alors. Mais la réflexion, c'est qu'effectivement, on peut avoir de la compassion, mais il faut faire attention parce qu'il y a vraiment, je dirais presque des professionnels de la migration qui se servent de l'argent, donc des cultivateurs, des agriculteurs, de tout le monde, etc. Pour, c'est carrément un business. Ça donc, c'est vrai. Et le souci, c'est à quel moment est-ce qu'on fait la différence entre les deux. Ça c'est vrai. Cédric Héroux, ça vous avez rencontré, vous ne le niez pas en fait, justement des trafiquants, des passeurs, des exploitants. J'en parle dans mon livre. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis pas préfet, je suis pas ministre de l'Intérieur et que le travail qui doit être fait pour la gestion migratoire, c'est pas un paysan qui doit le faire comme moi, ça doit être l'État qui doit le faire. Et c'est son devoir. Et c'est pour ça qu'encadrer la migration, ça passe forcément par l'accueil, savoir qui rentre sur le territoire et comment c'est fait. C'est pas en faisant dormir les gens dans la rue qu'on va savoir qui est en France. C'est justement en les accueillant et en savoir. En fait, accueillir, ça veut dire gérer. Et c'est vrai qu'il y a des personnes dans tout milieu qui trichent. Mais tout à l'heure, vous parlez des personnes qui se déclarent mineurs et qui ne le sont pas en définitive. C'est en théorie.
en pratique, c'est les gens qui passent devant des juges pour enfants. Et donc, s'il y a des défaillances au niveau de la justice, c'est pas trop la faute du paysan de la vallée de la Roya. Et ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi un majeur se prétendrait mineur. C'est quoi son but, en fait? Son but, c'est d'avoir un toit. Et le truc, et bénéficier d'aide. Est-ce qu'on a besoin? Oui, bénéficier d'aide. Est-ce qu'on a besoin en France, 5e puissance mondiale, de se faire passer pour mineur? Donc voilà. Il y a un moment, moi je dis pas que tous les migrants sont des gens bien. Moi je dis que tous les migrants sont des gens d'origine différente, des singularités différentes, des personnes différentes, comme vous et moi, comme ici sur le plateau. On est tous les trois très différents. Et on peut pas rentrer. Je crois qu'avec le monsieur on est tout à fait d'accord. Il y a des salauds partout. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une vraie gestion. Et là en ce moment, il n'y a pas de gestion. Quand on voit dans Paris des camps qui sont démantelés tous les 4 matins pour qu'ils se dégagent à quelques centaines de mètres. Ça s'appelle pas une gestion, ça s'appelle une persécution. Et des gens qui pourraient être très bien, dans quel état finissent-ils après 2 ans de rue en France à divaguer de pays en pays avec l'accord de Dublin, etc. etc. Allez, autre témoignage au téléphone 0826 300 300. Qui est avec nous? C'est Luc qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Luc. Bonjour à tous. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour Monsieur Héroux. Avant de parler du livre de Monsieur Héroux, je dis tout de suite que je l'ai pas lu. Il vient de sortir. En plus, hein. Oui. Je voulais rejoindre Paul dans ce qu'il disait sur votre précédent interlocuteur, Monsieur de Couty. À moins que je sois mal réveillé et que j'ai mal compris, je trouve assez incroyable de dire dans la même phrase que le populisme affaiblit la démocratie et de dénier au peuple d'élire démocratiquement les élites qu'il souhaite. Là, j'avoue que je n'ai pas compris, ou alors il y a un gros problème dans sa tête à ce monsieur. C'est passé. Il est parti. Mais bon, oui, je comprends ce que vous dites. Luc, allez-y. Monsieur Héroux, même si je ne nie pas votre humanisme, parce que si vous n'en aviez pas une part, je pense que vous ne seriez qu'un grand délinquant. Il n'en demeure pas moins que vous devez votre aura médiatique à travers ce beau récit que nous en font les médias au fait que vous avez réussi l'exploit hallucinant de faire en sorte que le Conseil constitutionnel, qui dévoyé dans ses buts, complètement à la dérive, a cru bon de considérer que vous aviez agi par humanisme. Je n'en doute pas un instant. Mais est-ce bien le rôle du Conseil constitutionnel? Et à travers ça, est-ce bien votre rôle de tenir le discours que vous avez, auquel je ne crois absolument pas? Quand vous dites que vous maîtrisez, que ceci, que c'est au ministère de l'Intérieur, vous ne maîtrisez rien du tout. Comme n'a pas maîtrisé l'ONG qui a fait rentrer le Tunisien qui, quelques jours après, a décapité nos compatriotes à Nice. Vous ne maîtrisez strictement rien. Est-ce que vous savez où sont les centaines de migrants que vous avez fait rentrer? Est-ce que vous savez ce qu'ils font? Non, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas qui vous avez fait rentrer. Vous prenez un discours en disant « oui, on fait attention, certes, il y a des gens bien, des gens pas bien ». On n'a pas à prendre ces risques. Et je pense qu'un jour, vous serez comptable. Je pense qu'un jour, vous serez comptable de cela. Autre chose, et si vous me permettez... Allez, juste parce qu'il nous reste 2 minutes, et donc après, il faut que Cédric vous réponde, Luc. Allez-y. Oui, allez-y. Tous ces mouvements dont vous êtes partie prenante, séditieux, foutent un souk infernal dans la tête de nos dirigeants et autres. Quand vous vous rendez compte que, hormis M. Macron qui a été touché par la grâce il y a quelques jours, vous vous rendez compte qu'il y a quelques jours, la commissaire européenne aux affaires intérieures a expliqué aux sénateurs qu'il fallait, expulser davantage d'étrangers en situation irrégulière afin de lutter contre une montée du populisme. C'est pas hallucinant, ça? Alors Luc, parce qu'il nous reste 1 minute avec Cédric Héroux pour répondre à ce que vous disiez. De croire qu'il y a besoin de Cédric Héroux pour prendre le train à Vintimille-Menton, c'est se tromper déjà. Et moi je ne parle pas de faire entrer toute
je sais pas, c'est le Migristan, non, le Migristan, le nouveau pays en fait où tous les migrants arrivent. Et il faut savoir que l'étranger, en fait, c'est le monde entier. C'est 7 milliards de personnes, il y a 70 millions en France. Et je ne dis pas de faire rentrer tous les gens. Je suis pas allé en Libye faire rentrer. Quand je dis non aux frontières en Europe, je ne suis pas no border. Je suis juste européen avec la demande de libre circulation. Parce que les conséquences, c'est quoi? C'est clandestinité. J'en ai parlé tout à l'heure. Je vais pas revenir là-dessus. Mais de penser qu'il y a besoin de moi pour faire 26 000 mentons. Et vous savez, je suis désolé de vous le dire, la fermeture de frontières, elle est impossible. Mais le problème, c'est ça. L'ancien invité parlait du populisme. Et le populisme, en fait, fait rentrer les idées que vous avez de dire, mais il suffit de fermer la clé à double tour pour que plus personne ne rentre. C'est faux. C'est complètement faux. Et d'être pragmatique, on va voir avec Macron, il a doublé donc l'effectif policier pour fermer les frontières. On verra si ça marche. Et vous verrez que ça marche pas. Bon, c'est pas fermé, c'est des contrôles, parce que ce sera pas fermé. Non, mais c'est ce qu'il dit. Un côté, il dit, ça dépend à quel média il parle. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de double langue selon les médias à quels on parle. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais bon. Mais réguler la migration, c'est l'encadrer. Et il y a un moment, pourquoi on se battrait pas avec l'Italie, la France, l'Allemagne, la Grèce contre l'islamisme radical? Et c'est ça en fait. C'est pourquoi l'Europe ne gère-t-il pas ensemble la migration et de façon humaine? C'est qu'à un moment on peut pas maltraiter les gens, et les gens qui sont contre la migration, j'espère qu'ils sont d'accord avec moi de ne pas aller jusqu'à maltraiter les gens et de ne pas laisser des gens se noyer en Méditerranée. Je pense qu'il faut avoir un peu de décence dans notre gestion. Merci Cédric Herrou.